Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce live show. Ceci est une restitution très rapide de la conférence que nous venons de tenir au Next TV Series, qui est un événement global qui réunit les médias africains et internationaux autour de différents thèmes. Et donc, cette année, c'est l'accélération de la digitalisation. Et mon thème aujourd'hui est porté sur le rôle entre pandémie, écologie et économie. Nous venons tout juste de finir la conférence et je suis sûre que vous aurez la rediffusion bientôt. Je partagerai le lien avec vous parce que c'était en live sur Facebook. Alors, le sujet a été vraiment important. Nous avons parlé de pandémie, d'économie et d'écologie. Et nous avons eu Monsieur Peter Lambour, qui est le PDG de la Deutsche Welle, qui est une chaîne nationale d'Allemagne, médias publics, et nous avons eu M. Sidi Ndiaye, PDG de Excaf, qui est une société de communication et de médias qui diffuse des radios, des télés, mais aussi qui s'occupe de la TNT au Sénégal et en Gambie. Il y avait moi-même en tant qu'activiste sur les questions environnementales et de développement durable, et ça a été un grand plaisir de rejoindre cette session-là. Les thèmes abordés ont été les suivants. Nous avons parlé de comment les médias se sont adaptés à la pandémie et faut-il repenser la relation entre l'économie et l'écologie, et aussi les défis auxquels ont pu faire face les acteurs de médias, parce que vous savez que la pandémie a demandé la réorganisation interne des entreprises, mais tout en gardant le personnel, parce qu'on ne pouvait pas priver les salariés de leurs principales ressources financières. Et donc, cela a posé un problème aux gestionnaires de médias. Fallait-il prioriser l'information ou prioriser le personnel, la gestion des ressources humaines? Et donc, ça n'a pas été facile. Vous le savez bien, les médias africains sont confrontés à des difficultés financières. Il y a les investissements, il y a le développement de la chaîne et donc la logistique. Tout cela n'a pas été facile. Mais les médias africains ont dû s'adapter parce que, outre la pandémie, il y avait d'autres questions politiques, par exemple, et sociales à gérer sur le continent. Si je prends l'exemple de mon pays, pendant toute la période de la pandémie, nous étions confrontés aux problèmes politiques, donc liés aux élections, aux référendums, mais aussi dans la crise dans l'éducation. Et donc, il y a beaucoup de problèmes sociaux comme ça qui sont liés aussi aux infrastructures sociales de base, donc les déguerpissements aussi. Il y avait plein de choses à gérer et donc on ne pouvait pas parler que de la pandémie. Il fallait continuer à fonctionner, il fallait continuer à sensibiliser la population sur différentes thématiques. Et donc, l'objectif de cette session était de parler surtout de ça, comment les médias ont su se réinventer ou s'adapter pour poursuivre l'évolution de cette pandémie, pour sensibiliser la population, pour amener la population à être à l'écoute surtout, et aussi utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser. Et donc, c'était ça un peu l'objectif de cette session-là. Et donc, les apports faits par les uns et les autres ont été enrichissants. Vous aurez l'occasion de les réécouter dans le replay de la vidéo. Et donc, c'était un peu cela. Je voulais vous inviter à suivre cette thématique parce qu'elle est importante au-delà même de cette organisation qu'on appelle les Next TV Series Afrique, comme je le disais tantôt. C'est un rassemblement des médias annuels, en fait, pour parler de l'avenir des médias, des chaînes de télévision, des radios et tout ça, et tous les acteurs de médias. Et donc, c'est une session très importante. C'est un peu comme la Coupe du monde des médias, cette activité. Et donc, comment s'adapter? Quel est le lien entre écologie, économie et pandémie? C'est indissociable. C'est indissociable. Il faut vraiment que nous mettions en tête que si nous ne luttons pas contre la pandémie, elle va continuer à impacter l'économie. Nous allons de plus en plus investir de l'argent dans la riposte, alors qu'au même moment, on aurait pu utiliser ce montant pour la recherche scientifique contre les maladies du quotidien, le palu, la typhoïde ou les autres problèmes liés à l'environnement, la protection des écosystèmes, la restauration des forêts, la lutte contre le changement climatique et aussi la protection des digues et tout ça. Mais malheureusement, avec la pandémie, toutes les ressources sont orientées vers la riposte. Et donc, pour que
l'avenir ne soit pas menacé, il faut qu'on lutte contre les pandémies. Et comment lutter contre les pandémies? C'est protéger l'environnement. Parce que la plupart des pandémies viennent de la dégradation de l'environnement. Les maladies qu'on appelle les maladies zoonoses, comme Ebola, comme le Covid-19, se transmettent des animaux vers l'humain. Pourquoi? Parce que lorsqu'on menace l'écosystème, par exemple pour le cas d'Ebola, les chauves-souris qui vivent dans la forêt, on finit par détruire la forêt. Et donc les chauves-souris, au lieu de se retrouver dans la forêt, se retrouvent dans les habitats des populations. Et finalement, on continue à vivre avec des animaux qui doivent rester dans les forêts. Et ça amène les pandémies vers les humains. Le cas du Covid, tout est venu d'un animal, le pangolin. Et donc, c'est pour dire que si nous ne respectons pas l'environnement, l'environnement va se venger de nous parce que les animaux vont reprendre leur place parce qu'on leur a pris la forêt et donc ils vont venir nous envahir. Et quand ils vont nous envahir, ils vont ramener des maladies de la forêt vers les villes. Et cela va continuer à créer des pandémies de plus en plus graves, de plus en plus meurtrières et de plus en plus difficiles à gérer. Nous avons eu la chance, dès que le Covid est venu, comme ça a été une pandémie qui a touché le monde entier, qui a demandé l'arrêt soudain de toutes les activités à travers le monde, les scientifiques se sont donné la main pour trouver des solutions, pour trouver des vaccins. Mais sinon, en temps normal, les vaccins pour des pandémies comme le Covid prennent 2 à 5 ans, voire plus, parce qu'il faut de plus en plus de tests, il faut de plus en plus de laboratoires pour le faire. Mais cette fois-ci, il y a eu comme une union en fait pour lutter contre cette pandémie-là qui a arrêté tout le monde entier. Et donc ça, c'est la première fois. Les pandémies, on a l'habitude d'en avoir. On a eu le virus H1N1, on a eu la vache folle, on a eu plein de choses, la peste et tout. Mais c'était par section. Par exemple, l'Europe, l'Asie, une partie de l'Amérique latine ou l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord. Mais cette fois-ci, avec le Covid-19, ça a été global, tout le monde entier. Imaginez, les avions se sont arrêtés. On a dû arrêter tout. Certaines villes ressemblaient à des villes mortes. Les hôpitaux étaient remplis. Donc, cela veut dire que nous ne sommes pas prêts à accueillir des maladies comme le Covid-19. Vous avez vu, même en Italie, qui est réputée avoir un bon système de santé, ils n'ont pas su maîtriser cette pandémie au début. Parce que le nombre de cas était plus élevé que les structures sanitaires existantes. Cela veut dire que nous devons de plus en plus investir dans les infrastructures sociales de base, investir dans la santé, investir dans la préservation de l'environnement, investir dans la recherche et l'innovation. Parce que sans la recherche et l'innovation, nous ne nous en sortirons pas avec cette maladie. Même en Guinée, vous avez vu que les jeunes ont innové, ils ont créé beaucoup de choses. Dès que la pandémie est venue, ça veut dire que nous avons des ressources qui existent. Ce sont les ressources humaines. Il faut juste investir en eux pour qu'ils continuent à développer des techniques et technologies qui vont nous permettre d'affronter des pandémies dans le futur. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il y aura encore d'autres pandémies. Il y en aura de plus en plus et de plus en plus graves. Et donc, à travers la Covid-19, la pandémie de Covid-19, nous devons réintégrer le fait que l'homme n'est jamais vraiment préparé à ce que la nature ou le sort nous réserve. Et donc, nous devons nous adapter. Préservons l'environnement pour éviter les maladies parce que nous avons remarqué ces dernières décennies que la plupart des maladies, les causes proviennent de la dégradation de l'environnement. Et il faut que cela change. Il faut qu'on continue à investir dans la santé locale. Nous avons vu que même les plus grands riches, quand ils sont tombés malades, à cause du manque de vol, ils n'ont pas pu se rendre à l'extérieur. Ils sont tous morts chez eux. Ils ont tous été enterrés dans le même cimetière que le pauvre petit paysan. Ils ont tous été dans les mêmes hôpitaux que le pauvre citoyen. Et donc, si on n'investit pas dans la santé locale, en cas de pandémie, on ne pourra pas, même si on a des millions d'euros dans notre compte bancaire, aller se soigner. Et vous avez vu que beaucoup de nos cadres sont décédés. Des chefs d'État sont décédés. Des artistes sont décédés. Des gens qui ont des millions dans leur compte, qui peuvent même affréter des vols spéciaux pour venir les chercher.
n'ont pas pu le faire parce qu'à cause du Covid, l'aéronautique n'a pas marché. Le système des vols était arrêté. Et donc, personne ne peut rien contre les pandémies, mais on peut trouver des moyens de résilience, des moyens d'adaptation et aussi trouver des moyens pour ne pas qu'on en arrive là. Il faut éviter. Parce que si une autre pandémie suit la pandémie de Covid, alors là, il faut faire attention parce que le monde entier mettra une dizaine d'années pour se remettre des impacts du Covid. Il y a des grandes entreprises dans le monde qui ont dû fermer leurs succursales, plus de 300 entreprises pour une seule chaîne. Vous imaginez combien de milliers d'emplois ont été annulés à travers le monde lorsque une seule société a dû fermer parfois plus de 300 succursales. Et donc, si nous ne nous réinventons pas, si nous ne nous adaptons pas, une autre pandémie va nous surprendre et nous ne serons pas préparés à l'affronter parce que jusqu'à présent, malgré qu'on a vu que le Covid est grave, Ebola est grave, la typhoïde et le palu sont des maladies graves qui continuent à tuer, est-ce que vous avez vu des hôpitaux sortir de terre dans vos différents pays africains? Non? Moi, je dirais non. Malgré qu'on a vu que 2020 a été catastrophique, nos députés n'ont pas su voter des budgets pour réévaluer la santé. C'est même rigolo en fait. C'est même rigolo. Parce que normalement, avec ce qui est arrivé en 2020, je crois qu'on aurait dû réaffecter plusieurs ressources au système de santé et que normalement, des hôpitaux et des centres de santé devraient sortir de plus en plus de terre. Mais je ne crois pas, si on fait les statistiques à travers l'Afrique, si des hôpitaux ont été créés un peu partout en 2020 pour prévenir les prochaines années. Et pourtant, c'est ce qu'on aurait dû faire et c'est ce qu'on doit faire. Parce que 2021 peut passer, mais on peut avoir une autre ressurgence en 2022. Vous avez vu, Ebola, on avait fini avec Ebola. La Guinée a été même un pays qui a su partager son expérience avec d'autres pays comme le Congo pour lutter contre la maladie. Alors, il y a 1 ou 2 mois, on avait célébré la fin de Ebola au Congo. Ebola est revenu au Congo. Il y a 3 ans, on avait célébré la fin d'Ebola en Guinée. Ebola est revenu. Et donc, sachez que la pandémie du Covid peut revenir et elle peut se transformer en une autre maladie. D'ailleurs, dans beaucoup de pays, il y a de nouveaux variants qui sont là, de plus en plus dangereux. Et donc, investissons dans les systèmes de santé. Réveillons-nous, comme l'a dit Peps Camara. Il faut que nous sachions que la santé est primordiale parce que sans la santé, nous ne pouvons pas vivre sur Terre. Et si on est dans un environnement de plus en plus pollué, en addition aux pandémies, des maladies comme la typhoïde, les maladies tropicales, tout ça, ça va continuer à s'augmenter, l'hépatite et plein d'autres maladies qu'on a déjà, qu'on n'arrive pas à maîtriser. Vous vous imaginez, on est en Afrique, on n'a toujours pas, disons, célébré zéro palu en Guinée. C'est vrai que c'est une campagne, on en parle, ça fait un slogan avec des millions de dollars chaque année. Mais on n'a pas atteint encore zéro palu. Vous vous imaginez le palu, un petit moustique. Pourquoi? Parce que l'environnement est pollué. On ne peut pas lutter contre le paludisme. On ne peut pas faire une campagne de distribution de moustiquaires si l'environnement est sale, si on n'a pas géré les déchets. Si on ne gère pas les déchets, on ne peut pas parler aujourd'hui de lutte contre le palu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Chaque fois, on fait des campagnes à millions de dollars. Il y a une campagne mondiale zéro palu que l'Afrique est fièrement fière, je vais le dire comme ça, de célébrer chaque année. Mais est-ce qu'on fait quelque chose pour éradiquer la mauvaise gestion des déchets? Parce que si le palu est là, l'anophèle femelle, elle se développe autour des caniveaux, elle se développe autour des retenues d'eau, des déchets. C'est de là que provient le palu. Pourquoi donc ne pas mettre en place un système efficace de gestion des déchets pour éradiquer le palu? Parce que partout quand on parle de lutte contre le palu, on n'associe pas la gestion des déchets. Or, c'est de là que vient le problème. Luttons contre les déchets, on pourra éradiquer le palu et la typhoïde. Ayons de l'eau propre, on pourra lutter contre toutes les maladies tropicales qui se développent à travers les maladies hydriques.
Si on n'a pas d'eau potable, on va développer de plus en plus de vers, les enfants seront de plus en plus malades, on ne pourra pas lutter contre la mortalité infantile. Donc, c'est un processus, tout est lié, il y a une cohésion entre santé et environnement, c'est indissociable. Et santé, environnement et économie aussi sont indissociables. Si on prend les pays nordiques, Suède, Norvège et autres, pourquoi ils ont su maîtriser le système de santé? C'est parce que d'abord, l'emphase a été mise sur l'environnement. Et donc, avec ça, ils ont un système de santé super opérationnel et qui marche très bien, qui a été un exemple à travers le monde avant toutes ces pandémies. Et même pendant cette pandémie-là, ils ont pu maîtriser. Ils ont pu maîtriser la pandémie parce qu'ils avaient déjà un bon système de santé, un bon système d'alerte précoce, parce que c'est ce qui manque chez nous aussi. On s'assoit pour qu'il y ait des catastrophes, pour qu'il y ait des pandémies, on ne se prépare jamais. Et donc ça, c'est un problème. Je vais lire donc certains commentaires. Il y a Morifine Sissé qui dit « La volonté première doit être politique, car gouverner, c'est aussi anticiper, bien sûr, mais lorsqu'on se contente de la gestion des crises qu'on pourrait prévenir, je pense, nous resterons dans un cycle rotatif. » Et c'est exactement cela. C'est exactement cela. Et comme tu l'as dit, le cycle rotatif, on a vu l'exemple avec Ebola, parce que quand Ebola a été éradiqué vers 2016, on n'en a plus parlé. On n'en a plus parlé. Moi, à un moment, je me suis mise à inquiéter par rapport aux 4x4 qui avaient été offerts par l'UNICEF, aux ambulances pour les hôpitaux. On avait eu tellement de matériel, de lits et tout, qu'on aurait pu construire des hôpitaux à chaque 5 km² si on voulait. Mais après 2016, on ne sait plus où sont même ces matériaux. Hein? Même le carburant qui était donné aux différents centres pour le recyclage des déchets médicaux. Quand j'avais fait une enquête sur ça, je suis partie dans les hôpitaux, j'ai trouvé que les déchets médicaux qui sont souillés étaient dans les mêmes déchets que tout le monde. Et le ramasseur de déchets, la société de ramasseur de déchets venait les prendre pour les jeter à la décharge. On est parti jusqu'à la décharge, on a trouvé des seringues, des perfusions, des gants et tout ça. Je me suis demandé, mais le projet de l'USAID, financé par l'ambassade des États-Unis, mais avait donné des incinérateurs, non, aux hôpitaux, aux centres de santé. Je suis passée voir là-bas, je me suis presque fait agresser dans un certain hôpital dont je tairai le nom, en demandant, mais pourquoi vous n'incinerez pas vos déchets médicaux? Ils se retrouvent dans la rue. Et ils ne sont même pas... ils sont encore souillés, en fait. Parce que normalement, des poubelles spéciales avaient été offertes. Ces poubelles-là doivent être condamnées. À chaque fois qu'on utilise une seringue, à chaque fois qu'on utilise un coton avec du sang, à chaque fois qu'on fait une opération des organes, il y avait un contenant spécial pour les mettre dedans et les condamner. Après cela, il y avait l'incinérateur. L'incinérateur avait été offert à tous les hôpitaux et les centres de santé de tous les pays à travers un programme de l'USAID normalement. Mais si le partenaire joue son rôle en offrant des équipements et la partie nationale n'assure pas le fonctionnement dans le budget, ben, où l'hôpital va prendre l'argent pour mettre le carburant? C'est ça aussi le problème. Nous sommes les premiers à tendre la main aux bailleurs de fonds, mais on n'assure pas les arrières. Pourquoi? Si on n'assure pas les arrières, on ne pourra pas gérer les problèmes, même les dons. Combien d'usines se sont arrêtées ici quand le financement s'est arrêté? Combien de ministères ici n'ont plus utilisé les ordinateurs et les imprimantes parce qu'il n'y a plus d'encre? Tout simplement parce que la partie nationale n'assure pas l'intégration de cette gestion-là des équipements dans le budget. Mais si on demande quelque chose, c'est pour pouvoir se faire suivre après. Alors, comme je le disais tantôt, je ne vais pas donc durer sur cette question-là. C'était juste une petite restitution pour vous situer sur les questions sur lesquelles on s'est penché. Vous aurez l'occasion de le voir en replay. C'est vraiment très grave. C'est vraiment très grave ce qu'on vit. On est dans un cycle permanent. On a l'impression que ça arrange certaines personnes qu'on soit toujours dans ce cycle rotatif, comme l'a souligné Morifine Sissé, pour qu'on soit toujours en crise. Mais n'oubliez pas, une crise que tu crées, tu peux en pâtir. Combien de chefs d'État sont morts? Combien de personnalités sont mortes avec Covid? La pandémie, elle peut attraper n'importe qui. Et malheureusement, nous avons déjà un système faible, en fait, l'organisme, parce que il y a de plus en plus de maladies cardiovasculaires en Afrique, de plus en plus
de diabète, de plus en plus de maladies tropicales ou de maladies chroniques. Et dès qu'il y a une pandémie qui se présente, cela va dégrader notre santé. Dieu merci, comme c'est Dieu qui sauve ces différents sujets, il a pu épargner l'Afrique d'une grande crise. Parce que si ce qui s'est passé en Italie et aux États-Unis s'était passé en Afrique, alors là, ça allait être une catastrophe. Mais Dieu aidant, nous n'avons pas eu à gérer une telle crise sanitaire. Sinon, nous n'avons ni hôpital, nous n'avons ni masque d'oxygène, nous avons ni lit, nous avons ni courant pour alimenter l'oxygène. Mais c'est-à-dire la manière dont Dieu nous a sauvés, je pense que tous les jours, on doit prier pour le remercier. Parce que nous n'avons pas de masque à oxygène. Et même si on avait, il n'y a pas de courant. Si les gens étaient malades, comme ils étaient malades en Italie, en Espagne, aux États-Unis, en Turquie et autres, mais où on allait mettre nos malades? Avec quel branchement on allait faire respirer nos malades? Eh mon Dieu, on te remercie encore, tu mérites d'avoir nos louanges. Parce que tu es miséricordieux. Et donc, réfléchissons à cela. Les pandémies vont de plus en plus augmenter la paupérisation des plus pauvres et continuer à nous garder dans le seuil de sous-développement. Ah oui, pays émergents là, oublions ça. Tant qu'on ne pense pas à l'environnement. Hier, j'ai publié un article que vous avez sans doute vu sur l'eau. Dans nos quartiers, on continue à acheter l'eau. Elle n'est même pas potable. Parce que lorsque tu achètes l'eau dans les bidons, 2 jours après, tu vois des champignons en bas. Tout devient vert. Et donc, c'est cette eau-là que les gens boivent. C'est cette eau avec laquelle on se lave. Et il y a des maladies qui rentrent par la peau. Imaginez si l'eau n'est pas potable. Ça veut dire tous les jours, on pense se laver pour se débarrasser des microbes. C'est le contraire. L'eau avec laquelle on se lave, on est en train de s'infecter tous les jours. Celle qu'on boit n'est pas potable. On peut parler ici de développement ou de pays émergents. Donc, il faut qu'on arrête de nous endormir avec les chiffres et les statistiques qui disent que oui, nous sommes un pays, tant. Et cela est valable pour beaucoup de pays d'Afrique, pas seulement d'Afrique, mais d'Asie et d'Amérique du Sud et même de l'Europe. Parce qu'il y a plein de pays de l'Europe aussi qui sont dans les mêmes situations que nous. Renseignez-vous un peu vers les pays de l'Est. Ils ont des problèmes d'eau, ils ont des problèmes de sécheresse, ils ont des problèmes de courant aussi. Oui, on n'en parle pas beaucoup dans les médias, mais ce n'est pas seulement l'Afrique qui est confrontée à ce genre de problème, à cette malgouvernance. Et donc, en investissant dans les infrastructures sociales de base, on ne sauve pas que le citoyen. Si quelqu'un est chef, si quelqu'un est président, qu'il pense à investir chez lui. Parce que si tu ne le fais pas, le jour que tu vas tomber malade, tu n'auras pas le temps d'être évacué. Vous avez vu que plein de personnes sont décédées en attente d'évacuation et même ont été évacuées, mais comme la maladie a commencé chez nous et on n'avait pas les structures pour les aider, ils sont décédés. On vient de perdre un premier ministre en Côte d'Ivoire, on vient de perdre un président en Tanzanie, juste qui souffrait de maladies cardiovasculaires. Alors, qu'est-ce qui nous empêche? Surtout qu'on a des chercheurs. Il y a plein d'Africains qui travaillent dans les grands laboratoires en Europe et en Amérique, qui ont dû finalement vendre leurs services ailleurs parce qu'en Afrique, il n'y a pas les infrastructures qui leur permettent de travailler. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on peut faire une opération de cœur à distance avec la 5G? On peut le faire. Les machines peuvent le faire à notre place avec la présence par digitalisation du médecin qui va guider l'appareil pour faire ce qu'il y a à faire. Il n'a pas besoin d'être là. Nous avons vu avec Ebola, on a un chercheur en Guinée, le jeune de Tilup, qui a pu créer une tablette qui a été plébiscitée partout dans le monde. Alors que nous-mêmes en Guinée, on n'a pas voulu le payer. Elle ne coûtait que 3 000 $. Avec les fonds qu'on a reçus pour le Covid, on pouvait avoir plus de 1000 tablettes. On pouvait commander plus de 1000 tablettes avec lui. Parce que 1000 tablettes n'allaient peut-être coûter que 3 milliards. Et que chacun des médecins pouvait avoir cette tablette-là. Non seulement pour gérer la pandémie, mais pour gérer digitalement les patients.
Imaginez une tablette qui arrive à prendre la pression artérielle, qui scanne tout ça, la tension, tout. Et donc, investissons chez nous. Sinon, l'évacuation sanitaire, quelle que soit la rapidité de l'avion, la distance entre l'Afrique et l'Europe, c'est 8 heures. 8 à 6 heures. Et donc, si tu es malade, même si un avion médicalisé vient, dans les 8 heures, tu peux succomber. C'est ce qui est arrivé à plein de nos riches et à plein de nos frères et sœurs. Donc, si on n'investit pas dans la santé publique, président, riche, tout le monde va y passer. Mais malheureusement, quand on est à la tête des grandes institutions, on oublie que la même chose qui arrive aux citoyens lambda dans le quartier, aux paysans qui est à 1000 km de la capitale, peut nous arriver. C'est ce qui trompe l'Afrique. Alors, yes, en effet, Mabin Tissouma dit un manque de gérance dans nos hôpitaux, oui. Pour ton information, le parc automobile de l'ANS est quasiment meublé de véhicules loués par les administrateurs de l'ANS eux-mêmes. Alors qu'on avait déjà des... on a eu plus de 1000 véhicules en fait. Ambulance bas, 4x4 bas, tout terrain qui peut aller partout. C'est-à-dire, je me pose des questions. Le ministère de l'Assainissement doit être dynamique pour mettre un système efficace pour lutter contre les déchets. En effet, mais pour cela, il faut que le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement arrivent à travailler ensemble parce que c'est une politique intégrée et même de l'urbanisme. Tu ne peux pas parler aujourd'hui de gestion des déchets sans parler d'urbanisme et d'habitat parce que si les camions de déchets n'arrivent pas à atteindre les quartiers parce qu'ils sont mal urbanisés, il n'y a pas de route, ben, la population va continuer à brûler les déchets et à force de les brûler, on va développer des maladies respiratoires et ça va finir par nous donner le cancer et parce qu'on respire toutes ces toxines-là liées à l'incinération des déchets. Tout simplement parce que parfois, même avec la bonne volonté, les camions ne peuvent pas atteindre les quartiers. Même les charrettes. Il y a des maisons qui sont comme ça, contiguës. Et les populations refusent de s'abonner parce que si le camion n'arrive pas à venir, 2 ou 3 jours ou bien vient qu'une à 2 fois par mois, ben, le citoyen finit par se désabonner et refuse de payer. Et finit par le brûler derrière parce que c'est ce qu'il a l'habitude de faire pour se débarrasser des déchets si le camion ou le charretier ne vient pas. Mais malheureusement, toutes ces politiques-là, on les développe à part. C'est ce qui nous fatigue. Le ministère de la Santé travaille à gauche, le ministère de l'Assainissement à droite, le ministère de l'Environnement derrière, l'habitat devant. Rien n'est coordonné. Ils doivent travailler ensemble parce qu'aujourd'hui, si tu veux mettre en place une bonne politique des déchets, il faut que l'environnement fasse comprendre aux populations et même aux autres départements que voici les politiques qui sont en cours pour la gestion des déchets, voici les politiques qu'on peut utiliser pour, disons, punir les entreprises et même l'État. Voici les conventions que la Guinée a signées. Respectez ça. Ensuite, le ministère de l'Assainissement aussi va essayer de suivre ça en collaborant avec le ministère de l'Habitat pour dire, OK, on a besoin que vous aménagiez cette rue-là pour qu'on puisse mettre en place des poubelles ou mettre en place une voie pour que les camions passent. Mais si on ne travaille pas ensemble, comment on va arriver à ce résultat? Et à monsieur, ça, c'est un problème. Ça, c'est vraiment un problème. Donc, j'essaie de lire un peu vos commentaires. Djouheba dit, pour un développement durable, il faut forcément protéger l'environnement. C'est évident, ils sont interdépendants. Alors, il y a M. Drissa qui dit que merci depuis le nord du Burkina avec Éduc Média, courage. Merci pour la restitution. Ici au nord, nous avons su réinventer pour lutter contre la Covid, survivre et toujours sensibiliser. En effet, le Covid nous a montré que la population est très résiliente et que finalement, comme on sait qu'on ne peut pas attendre souvent du gouvernement, on essaye de faire nos propres politiques. Et ça a marché parce que partout, à travers l'Afrique, vous avez dû voir beaucoup de vidéos que je partage sur ma page. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de citoyens qui ont créé des initiatives sur fonds propres. Vous imaginez? Ça veut dire que nous sommes prêts à aider nos pays à se développer. Il faut juste qu'on nous aide à mettre à l'échelle parce que les jeunes ont créé beaucoup de choses, mais malgré qu'ils ont fait la promotion de leur prototype, c'est resté à l'état de prototype.
Pourquoi on n'a pas su développer ces différents mécanismes que les jeunes ont mis en place de manière bénévole? Et donc ça, c'est un problème. Ah, c'est un réel problème. Quelqu'un dit il faut que l'État se réveille dès maintenant. La mauvaise gouvernance, Yahya Koumandawa Gawa, la mauvaise gouvernance est un fléau plus que le coronavirus. Exactement, c'est la mauvaise gouvernance qui fait que nos pays en sous-développement se retrouvent dans une situation de paupérisation. Les populations sont de plus en plus pauvres, les revenus sont de plus en plus bas. Et malheureusement, on se nourrit bizarrement alors qu'on a une terre qui est nourricière. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de transformer notre récolte. Le cacao est en train de pourrir en Côte d'Ivoire tout simplement parce que à cause du Covid, l'exportation a été freinée vers les pays européens qui sont les principaux consommateurs de chocolat alors que nos enfants n'ont même pas de chocolat dans leur pain le matin. Donc, il faut que l'Afrique se réinvente un peu. Si on ne mange pas le chocolat, si on n'aime pas le chocolat, on peut ne pas planter le chocolat, on peut planter le riz, le manioc, parce que ça, le foufou, on mange tous les jours. La tchéké, on mange tous les jours. Le riz, on consomme à bombasse 3 fois par jour dans certaines communautés. Alors, cultivons ce que nous consommons. Pourquoi on va continuer à cultiver l'EVA, le cacao, si on n'arrive pas à transformer? Réorientons nos efforts vers ce qu'on mange tous les jours. Et mettons en place des politiques pour la conservation et la transformation, mais on ne peut pas faire ça aussi sans parler d'énergie. Est-ce que vous voyez un peu? Depuis que j'ai commencé à parler de ce sujet-là, on était en train de parler que du Covid. Mais vous avez vu que c'est lié, parce qu'on ne peut pas parler de Covid sans parler de l'économie. On ne peut pas parler de l'économie sans parler de développement. On ne peut pas parler de développement sans parler de l'environnement. On ne peut pas parler de l'environnement sans parler de l'agriculture, ni de la santé. Tous ces facteurs sont liés. Et puis on le sait parce que la Guinée et beaucoup de pays africains ont des politiques écrites superbes, je vous dis, depuis des cinquantaines d'années. Depuis des cinquantaines d'années, nos politiques sont superbes. Parce que la plupart de nos premiers présidents avaient une vision de consommer local. Mais tout cela a été changé au fil du temps et on tourne en rond tous les jours. Donc, je vais lire vos commentaires. OK. Voici un schéma intégré de développement. Investir dans l'éducation scolaire et parascolaire pour avoir une population éduquée et intellectuelle. Afin d'aboutir au mécanisme de développement global, chacun saura quoi faire. Effectivement, Morifine Sissé, tout commence par là. Mamadou Dieu dit, je suis entièrement d'accord avec vous, il faut l'urbanisation, bien sûr, et surtout les pavages. Si on n'a pas ça, on ne peut pas avoir de poubelles, on ne peut pas avoir des camionneurs et tout, hein. La gestion des déchets demande une bonne urbanisation et lorsque l'urbanisation est bien faite, on peut mettre des points de regroupement et les camions peuvent passer de manière sûre. C'est ça, mais quelle que soit la bonne volonté. Vous avez vu, on avait même eu plus de 1000 poubelles en cadeau en Guinée. Mais à un moment donné, on a fait au moins 3 mois sans assainissement. Pourquoi? Parce que tout était bloqué au niveau financier. La structure qui avait offert les bacs à poubelles et les camions avait pris en charge les premiers mois d'assainissement, le personnel et tout. Dès qu'il a arrêté, c'est resté comme ça. Ça veut dire que pendant ce temps, sur le plan national, les autorités en charge n'ont pas pu mettre en place un budget voilà, pour prendre la relève. C'est un peu ça. C'est pourquoi à un moment donné, ça avait fait plus de 3 mois, la capitale était sale. Tout simplement parce que les ordures n'ont pas été enlevées pour être envoyées à la décharge. Mais toutes les poubelles existaient. Elles étaient pleines d'ailleurs. Donc, ce n'est pas par manque de poubelles. Il y avait des poubelles, mais les déchets n'étaient pas transportés tous les jours. La gestion des déchets se fait au quotidien. Et finalement, quand ça a commencé à sentir, les populations ont commencé encore à brûler et tout. Et donc, je pense que Dieu nous sauve beaucoup parce que malgré la situation de pollution dans laquelle on vit avec les incinérations, on arrive à survivre, quoi. Mamadou Diou, il faut une synergie d'action entre les ministères qui agissent sur le terrain, bien évidemment, bien évidemment. Alors, donc, merci pour votre écoute. Ceci était une petite restitution. Je vous invite à suivre l'intervention des autres aussi. Et donc, je crois que bientôt, le live sera accessible sur Facebook en replay. Vous pourrez suivre cette merveilleuse conférence et j'aurai l'occasion de revenir sur le sujet
autant que possible. Et donc, merci d'avoir été là, comme toujours, pour interagir avec moi sur des sujets d'importance capitale et aussi d'avoir commenté, d'avoir donné votre point de vue, parce que c'est ensemble que nous devons trouver des solutions. L'État à lui seul ne peut rien. Les citoyens doivent jouer leur partition et c'est ce qu'on doit faire tous les jours, même si les résultats doivent prendre du temps pour être vus. Continuons, parce que le changement, c'est tous les jours. Si on le fait tous les jours, peut-être dans 10 ans, on aura une nouvelle génération qui sera davantage consciente que nous autres qui sommes là aujourd'hui. Et on va y arriver parce que notre santé est menacée. Je vous assure que notre santé est menacée. Et on ne va pas le savoir maintenant. C'est un jour quand tu vas tomber un tout petit peu malade, que tous tes signaux seront en alerte. Et donc, une petite maladie, c'est pourquoi dès qu'on dit « Ah, mais il a eu juste mal à la tête. Oh, il a juste eu mal au ventre. Ah, il s'est juste évanoui, il est décédé. » Non, ça trouvait que l'organisme était déjà affecté. Il a juste fallu une toute petite chose, un élément déclencheur. Et donc, essayons de faire en sorte que nous soyons des citoyens engagés, même pas pour le pays d'abord, mais pour nous-mêmes, pour notre famille, et ensuite pour notre nation, parce que c'est comme ça que nos différents pays vont aller de l'avant. Et cela est valable pour tous les pays africains, parce que je sais qu'on a une jeunesse engagée. L'Afrique a 77% de jeunes, et ces jeunes-là, je suis sûre, ce sont des gens qui sont prêts, en fait, qui ont de l'esprit, qui ont du génie. Il suffit de les aider, de les booster un peu et ça va avancer. Et donc, ça a été un plaisir pour moi de vous avoir ici pour parler de ce sujet-là. Et merci encore un peu partout à travers l'Afrique, le monde. Vous êtes là sur la page. Merci à ceux qui nous envoient beaucoup d'informations. Mamadou Djoueba, merci pour les informations que tu envoies de Pita. C'est avec grand plaisir que je les reçois, je les partage. Ça prouve que même si on est en milieu urbain ou rural, on peut s'engager par de petites actions. Tu arrives à montrer que les jeunes de Pita font de grandes choses. Regarde par exemple le pont de Sankarea, je crois, qui a été financé et réalisé par des ressortissants, a aidé des milliers de personnes du village. Et ça, ce sont des actes positifs. Et je crois que ça a d'ailleurs suscité beaucoup d'intérêt sur la page parce que les gens étaient émerveillés de voir que waouh! Donc les citoyens aussi peuvent changer les choses dans leur communauté. Et donc n'attendons pas. En tant que citoyen, on peut apporter des puits dans nos villages, on peut construire des écoles et trouver des moyens pour sponsoriser. Même si c'est une école faite par des personnes, c'est-à-dire privées, mais on peut encore trouver des moyens pour la rendre publique en amenant un système de parrainage à travers l'Afrique et les ressortissants pour aider les jeunes des villages à rester dans les villages, à étudier sur place, parce que l'éducation normalement doit être nationale. Et qui dit éducation nationale veut dire que ce soit à Zéro-Corée, à Pita, à Sangaredi, à Boké, à Lola, c'est le même programme qui est dispensé. Et donc, si on a de bonnes écoles en milieu rural, les jeunes ne vont pas faire l'exode rural pour quitter les milieux ruraux pour venir en milieu urbain pour terminer leurs études. Parce que dans la plupart des villages ou des sous-préfectures, parfois il n'y a pas de collège, parfois il n'y a pas de lycée. Ou bien le quota des personnes inscrites ne permet pas d'ouvrir une école. Et donc ça, c'est très très grave. De nos jours, l'éducation est primordiale. Et donc, nous devons mettre en place des infrastructures qui permettent aux professeurs, lorsqu'ils sont déployés à l'intérieur du pays, qu'ils puissent aller. Mais s'il n'y a pas où loger, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'aliments, il n'y a pas de douche, comment ce professeur peut quitter Conakry, laisser sa famille et aller à l'intérieur du pays? Et donc, comme je vous l'ai dit, tout est lié. Il y a une synergie entre toutes les politiques, surtout la santé, l'éducation, l'environnement, l'économie, c'est indissociable. Et donc, n'oublions pas l'agriculture, qui est d'ailleurs un facteur déterminant pour que tout ce système marche. Merci beaucoup et donc à très bientôt encore sur la page et peut-être pour d'autres directs. À bientôt.